Bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ordonné l'audit complet de l'état liquidatif de la paye des agents et fonctionnaires de l'État suite au retard répété observé en début de l'année dans le versement des salaires. En voici l'extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières de l'État à travers le financement des priorités du gouvernement et des responsabilités de celui-ci, dont notamment les paies réguliers dans le délai des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a indiqué qu'il est indispensable de contenir les pressions croissantes exercées sur la trésorerie de l'État par l'accroissement de la masse salariale consécutive, entre autres, à l'engagement des nouvelles unités sans maîtrise suffisante des effectifs ni des mécanismes de vérification. Ces déséquilibres fragilisent la trésorerie publique et exposent les systèmes de paye à des tensions préjudiciables à la stabilité sociale. C'est dans ces contextes qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'audit de l'état liquidatif de la paye. Le président de la République a tenu à souligner qu'il ne s'agit ni d'une mesure isolée, ni d'une réaction conjoncturelle, mais de la continuité d'une orientation constante en faveur de l'assainissement et de la discipline budgétaire. Cette démarche cohérente et réfléchie de redressement des finances publiques répond à une exigence de responsabilité républicaine qu'il a toujours affirmée. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 42e réunion du Conseil de ministres du 2 mai 2025, il avait déjà insisté sur la nécessité des mesures urgentes d'assainissement dans un contexte marqué par l'augmentation des dépenses sécuritaires et par les engagements souscrits auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux, dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette exigence a été réaffirmée lors de la 58e réunion du Conseil de ministres du 12 septembre 2025 en soulignant que la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics constituent un devoir républicain incontournable. Voilà, je l'ai dit au sommaire, ils ont reçu ce jour les TOJ pour exercer comme officiers du ministère public. Les 2500 nouveaux magistrats de la session 2025 ont terminé leur formation initiale organisée en leur faveur par le Conseil supérieur de la magistrature. Le cérémonial du Palais du Peuple de ce samedi marque le début de leur office. Le résumé avec Edith Chala. La formation initiale des magistrats de la promotion État de droit session 2025 s'est officiellement clôturée ce samedi au Palais du Peuple. La cérémonie a été présidée par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a rappelé aux nouveaux magistrats l'exigence de l'intégrité, de l'indépendance et de la loyauté envers la République, soulignant que la justice demeure l'un des piliers essentiels de l'État de droit. Dieudonné Kamuleta a exhorté les récipiendaires à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice quotidien de leurs fonctions, afin de renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Vous êtes appelés à traduire ces enseignements en actes concrets. Le peuple congolais attend de nous tous, vous les jeunes y compris, une justice impartiale, accessible, humaine et crédible. Il n'attend que des magistrats capables de dire le droit avec courage et d'appliquer la loi avec équité et défendre la vérité sans faiblesse ni compromission. Le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndoubaki-Lima, a quant à lui salué l'engagement des formateurs et la détermination des magistrats nouvellement formés, tout en insistant sur la nécessité de la formation continue pour répondre aux défis actuels de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a encouragé les nouveaux magistrats à servir la nation avec rigueur, responsabilité sans s'élever du devoir. Ces pouvoirs ne vous appartiennent pas. Ils vous êtes délégués par la nation dans les limites fixées par la Constitution et les lois de la République.
Cette cérémonie marque ainsi la fin d'un cycle de formation et l'entrée officielle de nouveaux magistrats dans l'appareil judiciaire congolais, appelés à contribuer activement à la consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. Déterminé à briser le silence et combattre l'impunité, le gouvernement de la République intensifie son plaidoyer pour faire la lumière sur les violences des droits humains commises à l'est de la RDC. Ce samedi, la première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier consacré à la publication du rapport sur la situation des droits humains à Goma et à Bukavu, nous dit Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Plus de 17 000 violations de droits humains documentées à Goma et à Bukavu. Le gouvernement congolais hausse le ton. La première ministre Judith Suminwa a présidé la clôture de l'atelier de publication du rapport sur les crimes commis au Nord Kivu et au Sud Kivu au centre catholique Nganda en présence des membres de l'exécutif, de la société civile et d'ONG de défense des droits humains. Objectif: porter à la face du monde les atrocités attribuées au M23 AFC, qualifié de supplétif du Rwanda. Depuis 1993, notre sol est le théâtre de violations graves. Plusieurs rapports de l'ONU ont documenté ces crimes. Attaques contre les civils, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même crimes de génocide. Au rapport Mapping des Nations Unies, piloté par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, concernant les violations les plus graves commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et ce rapport a été produit pour la première fois en août 2010. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces actes odieux se répètent depuis plus d'un an. À Goma, à Bukavu et aux alentours, le Rwanda et ses supplétifs continuent de bafouer les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. Après 10 jours d'analyse croisée, les experts ont recensé 15 769 atteintes à la vie, 829 enlèvements, 417 cas de torture et traitements inhumains, ainsi que des violations sexuelles, destruction d'infrastructures et déplacements massifs. Le conflit a déjà provoqué près de 7,4 millions de déplacés. Pour Jonas Tchombela, représentant de la société civile, aucune initiative politique ne peut ignorer des décennies de souffrance. Le président de CNDH, Paul Sampou, évoque assassinat, fausse commune, arrestation arbitraire et pillage et réaffirme l'engagement de la commission à enquêter, porter la voix des victimes et lutter contre l'impunité au niveau national et international. Avec une capacité de 450 apprenants des officiers de la police, l'Académie de police accueille 101 officiers pour cette édition. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est imprégné des conditions de formation et donné des nouvelles orientations. Une démarche qui vise à renforcer l'application totale de la loi de programmation sur la réforme de la police. Bobo Anand Mokonzi nous en dit plus. Outil indispensable pour le maintien de l'ordre public, la police nationale congolaise a besoin d'avoir un commandement efficace et proactif. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Tchabani, en a fait l'un de ses objectifs principaux, veut y parvenir par l'application totale de la loi de programmation sur la réforme de la police. Samedi matin, il est allé à Kimpoko, école de formation de la police, académie de police, qui accueille en ce moment 101 officiers apprenants sur une capacité de 450, une infrastructure adaptée à la formation des officiers de la police qui offre plusieurs possibilités. Jacquemain Tchabani a fait le tour de chaque compartiment pour encourager ceux qui y travaillent et donner de nouvelles instructions pour un rendement plus optimal. Le directeur de l'académie est un homme heureux qui voit sa hiérarchie débarquer sur les sites pour plus de réponses que des questions. L'Académie de police à la fois forme des candidats commissaires adjoints au niveau de la catégorie des commissaires, des candidats commissaires supérieurs adjoints au niveau de la catégorie des commissaires supérieurs et des candidats commissaires divisionnaires au niveau des candidats commissaires divisionnaires adjoints. Il se fait que, pour le moment,
nous n'avons que la première filière qui a commencé et nous sommes à la première promotion qui termine, la première année termine dans 1 mois et 10 jours. C'est 12 mois pour la première année et 12 mois pour la deuxième année. Il se fait que dans 1 mois et demi, nous terminons avec la première année. Et ils auront 2 mois de vacances. Avec l'engagement pour sécuriser la population et ses biens, neutraliser les banditismes urbains, éradiquer la criminalité dans les grandes villes du pays, le patron de la sécurité nationale compte sur une police bien formée et bien équipée, surtout bien commandée. De l'intérieur à la défense, après leur transit à Mbuji-Mayi, plus de 500 anciens miliciens Mobondo sont arrivés à Kanyama-Kasese où ils ont été transférés dans le cadre d'un programme structuré de réinsertion. L'objectif est de faciliter leur réintégration socio-économique. Serge Merlin-Mata pour ce reportage. Ils sont au total 600 jeunes démobilisés, issus de 5 provinces, touchés par des conflits entre Teke et Yaka dans le Grand Bandundu, internés temporairement dans le domaine de l'Ansele et conduits à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental après 2 différents tours de vol. Autrefois instrumentalisé, ce jeune volontaire, grâce à l'implication du ministre délégué Les Antambo Mposhi, seront des bâtisseurs au service de la nation. Pris en charge dès l'atterrissage, ces jeunes, visiblement décontractés, ont ouvertement manifesté leur détermination à servir la patrie. Ici, comme l'a si bien rappelé le colonel diplômé d'état-major Bachongo, commandant du Centre de service national de Kanyama-Kasese, c'est d'abord la discipline. Vous êtes chez vous, discipline librement consentie. Vous avez place et apprentissage. Cette brève cérémonie organisée présage un avenir reluisant pour se démobiliser. Très satisfaite, l'équipe du ministre délégué à la Défense nationale a regagné la capitale congolaise. Et de son côté, le coordonnateur national du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a effectué une mission d'inspection au centre d'Oumi à Maluku pour s'assurer de la disponibilité de l'état de stockage des matériels destinés à la réinsertion de 151 Mobondo de Maïndombe et du Kwango. Peggy Mukunda nous en dit plus. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS est déterminé à éradiquer les phénomènes Mobondo des miliciens des Maï-Maï et des Kwango. Après les dépôts et la remise officielle de matériel destiné bientôt à leur réinsertion et formation professionnelle au centre d'Oumi dans la commune urbano-rurale de Maluku, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, est allé sur place pour se rassurer de la disponibilité de l'état de stockage de ces matériels destinés à la réinsertion des 151 combattants Mobondo démobilisés dernièrement par le programme. Ces équipements issus du patrimoine des anciens programmes d'EDER récupérés au centre de Kitona visent à renforcer les filières de formation en agriculture, élevage et coupe-couture. Par ailleurs, ils aideront également à améliorer les conditions d'hébergement et d'apprentissage des bénéficiaires. Je l'ai dit tantôt, une équipe humanitaire spécialisée dans le secteur de la santé séjourne à Uvira pour évaluer les conséquences de l'assaut du M23 sur les infrastructures sanitaires de la région. Le constat est amer. Hôpitaux, centres de santé et équipements médicaux ont subi des destructions importantes qui mettent en péril l'accès aux soins pour les populations locales. Robert Daechi-Sensei et Turbo Chimanga. Uvira, province du Sud Kivu, vendredi 20 février 2026, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dépêché sur place une mission composée des experts du ministère de la Santé publique, de la présidence, pour évaluer les effets négatifs après l'assaut lancé par les terroristes de l'AFC M23 sur les systèmes de santé. Une première mission de santé après la reprise de la ville d'Uvira par les autorités provinciales. Le constat est amer. Plusieurs établissements de santé ont été endommagés, rendant difficile l'accès aux soins pour les populations. Les hôpitaux encore opérationnels ont vu leur capacité déborder
par le nombre croissant de blessés et de personnes nécessitant des soins médicaux. Nous avons eu une séance de mise à jour de la situation avec les différentes parties prenantes de la division provinciale de la santé, y compris aussi les équipes d'unités militaires d'intervention rapide. Et dans cette mise à jour, nous avons vu clairement qu'il y a des questions d'ordre structurel pour le système de santé local. Et donc, tout est fragilisé en termes d'infrastructures et en termes même des plateaux techniques. La ville d'Uvira fait face également à une résurgence de cas de choléra et face à cette situation, la mission d'experts a visité le centre et mis en place une série de mesures pour contenir la propagation de choléra. Et nous avons aussi vu par rapport à l'utilisation des services que nous avons les principales menaces de santé publique, notamment le choléra, qui fait que la plupart des populations fréquentent ces centres de traitement du choléra. Nous avons trouvé quand même quelques malades qui sont confirmés positifs par rapport au choléra, 5 au total aujourd'hui. La réponse proactive du ministre de la Santé publique est cruciale pour limiter l'impact de cette épidémie. À Butembo et à Oicha, dans la province du Nord Kivu, où il séjourne pour ses vacances parlementaires, Aimé Boji a salué la résistance de la population contre les ennemis de la République. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'accord de Washington prévoit le retrait sans condition des M23 FC du territoire congolais et ouvre la voie à un renforcement des relations économiques entre Kinshasa et Washington. Anim Balaka, Patrick Badibanga et Tété Bokunja. En tournée dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, l'honorable Aimé Boji Sangara a animé ce vendredi 20 février 2026 deux grands meetings populaires à Oicha dans le territoire de Beni, puis à Butembo, porteur d'un message de paix, de réconfort, d'espoir et d'unité nationale. Devant des milliers d'habitants venus l'écouter, il a expliqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre de vacances parlementaires à la suite des rapports présentés par les élus et autorités locales, mais surtout en raison de la situation sécuritaire et humanitaire difficile que traverse la région. Il a dénoncé les violences attribuées aux groupes armés, notamment les forces démocratiques alliées, la criminalité urbaine et le massacre qui ont provoqué des déplacements massifs des populations. La vraie réponse à tous ces problèmes reste la paix, a-t-il martelé, soulignant que le président de la République, Félix Tshisekedi, suit de près la situation et multiplie les efforts diplomatiques avec les partenaires africains et internationaux pour neutraliser les groupes terroristes et restaurer l'autorité de l'État. Il a évoqué les processus diplomatiques en cours à Washington et à Doha, appelant la population à garder confiance. Tuko na adui mbili hapa kwetu. Ya kwanza ni ADF na LU. Civile, kisha kunakuwa na M23. Wale waadui wawili kabla hatuyawafukuza hatutapata amani hapa. Tunasikilizana. President de la République iko napiganisha sana tumalize vita hapa kwetu. Kabla hatuyapata amani hata pumuzika. Njo mafikiri ya baba wa taifa ile na njo signification ya ile akora ya Washington na ya Doha. Tunasikilizana. Njo habari nilileta. Tusimame imara na tuwe na matumaini, tusivunjike mioyo kwa sababu tuko tunatumika kwa kuleta amani. Au-delà du message de paix, l'honorable Aimé Boji Sangara a insisté sur la cohésion communautaire, la solidarité et les vivre ensemble. Notre force, c'est notre unité, a-t-il déclaré, appelant les populations de Butembo, Oicha et de tout le Grand Nord à cultiver la fraternité pour vaincre la violence. Il a assuré que l'Assemblée nationale continuera par la diplomatie parlementaire à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État et du gouvernement pour la stabilisation de l'Est du pays. Concluant son message, il a invité les habitants à garder espoir et faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lier la théorie à la pratique, les stagiaires de l'école de commandement d'état-major ont visité les locaux de la RTNC pour clôturer leur formation. Satisfaits, ces officiers et commandants venus de 4 coins du continent africain ont témoigné leur gratitude au directeur général adjoint de la RTNC, Richard Kalala. Ils sont congolais, brazzavillois, gabonais, camerounais, guinéens, centrafricains et béninois.
Eux, ce sont les stagiaires de l'école de commandement d'état-major, ESEM. Dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, la visite guidée par le directeur Dieudonné Yangumba a éclairé la lanterne des stagiaires portés par le colonel Eric Hassani. Du studio Maman Ngebi, en passant par le studio B, le studio JT, puis au studio radio, la visite de quart de reportage a également marqué cette visite. Nous avons trouvé bien des choses et nous avons appris des choses qu'on n'a jamais apprises, mais surtout, si à la prochaine on aura tout le temps de les faire, on pourra encore en savoir plus. Et qu'est-ce que vous avez appris? Et ce que nous avons appris, c'est de constater que tout dépendait de la salle des machines où tout peut être travaillé de manière à être diffusé. Et surtout, ce que nous avons appris, c'est qu'une chaîne de télévision a pour mission d'informer, de former et aussi de divertir. Pour immortaliser leur passage à la radio-télévision nationale congolaise, ils ont remis un symbole au directeur général adjoint de la RTNC, José Adolphe Voto, portant l'insigne de l'ESEM en guise de la qualité du travail abattu, juste avant la photo de famille. Après 2 jours des travaux intenses, la 10e session ordinaire de la conférence des régulateurs de l'ARTAC s'est clôturée sur une note d'engagement et de vision stratégique. Autorités gouvernementales et régulateurs de la sous-région ont réaffirmé leur volonté de bâtir un espace numérique harmonisé et compétitif en Afrique centrale. Karen Kankolongo, Guy Matundu et Guilain Mukunga pour ce reportage. D'emblée, la République démocratique du Congo, pays hôte, a souligné la nécessité d'une régularisation proactive capable d'anticiper les transformations rapides du paysage numérique mondial. Aux côtés du président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo et président de l'ARTAC, Christian Katende, les régulateurs ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une harmonisation des cadres juridiques, condition essentielle à l'intégration numérique régionale. Les recommandations et résolutions issues de cette 10e session ne doivent pas rester de simples déclarations d'intention. Le véritable défi commence dès demain, dans la mise en œuvre effective de nos décisions, dans l'harmonisation progressive de nos cadres réglementaires, dans le renforcement de nos capacités techniques et dans la mutualisation de nos expertises. L'ARTAC doit s'imposer davantage, un catalyseur d'harmonisation et un bouclier stratégique pour la défense des intérêts de nos États face aux mutations rapides de l'écosystème numérique mondial. Le ministre de l'économie numérique Augustin Kibasa Maliba a souligné la nécessité d'une régularisation proactive. Aucun pays ne peut relever seul les défis de la connectivité transfrontalière et de la gestion de fréquences. L'apport de l'ARTAC est indispensable pour synchroniser nos stratégies nationales et faire de l'Afrique centrale un bloc numérique cohérent et compétitif. Au terme des travaux, des orientations structurantes ont été consolidées, traduisant une volonté partagée, faire du numérique un levier de souveraineté, de compétitivité et de développement pour l'Afrique centrale. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère conviviale par une remise symbolique des présents aux différentes délégations, gestes de reconnaissance et de fraternité institutionnelle venant sceller ces 2 jours de concertation. L'ambassadrice de la RDC à Washington, Yvette Ngandou, a visité les locaux du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, toujours à Washington, un service placé sur l'autorité de l'ambassade pour un appui technique minier conséquent. Un commentaire d'Edith Chala. La République démocratique du Congo est résolument sur la voie de la grandeur, qui s'exprime clairement avec ce type d'édifice pour sa représentation à Washington. Dans ce bâtiment, au moment où beaucoup d'espoir se fondent sur les deals entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CESC, y a élu domicile sous l'autorité de l'ambassade de la RDC à Washington. L'ambassadrice de la RDC au pays de l'oncle Sam, Yvette Ngandou Kapinga, a effectué une descente dans les locaux du CESC, question de l'inspecter, d'en apprécier l'expertise et d'encourager son apport dans la maîtrise du secteur minier congolais. Très heureuse de pouvoir visiter les locaux. Ça fait exactement 1 an, depuis janvier 2025, que le CESC s'est installé aux États-Unis sous l'autorité de l'ambassade de la RDC, et l'idée étant de renforcer la capacité de la RDC dans son ensemble, mais à travers ce service décentralisé, à coopérer de manière beaucoup plus robuste et beaucoup plus substantielle avec les autorités, les structures
américaine dans le secteur des mines. La présence du CEEC sous l'autorité de l'ambassade à Washington en dit long sur les sérieux dans la prise de contact avec différents partenaires américains intéressés par le secteur minier congolais. Et puis, la mobilisation des recettes non fiscales passe à un nouveau cap. La DGRALD s'est dotée de 5 bus pour la mobilité du personnel commis à la mobilisation des recettes. Cédric Kenina nous décrit l'ambiance de cette cérémonie de remise de ces engins roulants au personnel. Suivez. Ambiance solennelle, applaudissements nourris et symboles forts, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD vient de franchir un cap important. 5 grands bus flambant neufs et un hors-bord routillon ont été officiellement remis aux cadres et agents de la régie financière. Une acquisition sur fonds propres d'investissement destinée à améliorer concrètement les conditions de travail et la mobilité du personnel. Un geste fort qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi visant la modernisation de l'administration publique et la valorisation des agents de l'État. Le directeur général de cette régie financière, Étienne Outoudi Lutula, explique. La remise officielle de 5 grands bis et d'un hors-bord Pimpanef que vous voyez devant vous, destiné au transport de cadres et agents de la DGRAD, marque une étape significative dans notre engagement de réaliser la vision éclairée de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions de travail des agents publics. La première et la plus importante ressource qui assure le développement et la modernisation d'un pays. Ces nouveaux engins roulants ne sont donc pas un simple symbole. Ils incarnent une volonté claire. Renforcer la gouvernance, améliorer l'efficacité dans le recouvrement des recettes et offrir aux agents des conditions de travail dignes. Prochaine étape annoncée, l'occupation de la future tour de la DGRAD au centre financier de Kinshasa. Après le district de la Fona, le pont Kabu et Flambeau, un câble moyenne tension reliant le poste de Sendoué au centre-ville a été sectionné accidentellement sur l'avenue Bokassa par les engins de la société Safrimex chargée des travaux de réhabilitation. Environ 150 cabines ont été mises hors service, plongeant plusieurs quartiers dans le noir. Les équipes de la SNEL ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir l'électricité. Yvette Makoutima et Dichala. Les câbles moyenne tension qui relient les postes de Sendoué au centre-ville a été coupé. Cette coupure est consécutive aux travaux de réhabilitation de l'avenue Bokassa. L'entreprise Sosimex, commise pour la réhabilitation de cette avenue, est pointée du doigt. Cette situation plonge dans le noir une bonne partie du centre-ville de Kinshasa et surtout les centres hospitaliers universitaires de la Renaissance, l'ex-Mamayemo. Une équipe de la SNEL SA, conduite par les directeurs des distributions de Kinshasa, l'ingénieur Zéphirin Kazadi, est descendu sur place. Ça devient récurrent. Là, nous sommes sur l'avenue Bokassa. C'est aux environs de 15h30 que nous avons vu le courant partir de nos bureaux. Et là, nous sommes au lieu où l'engin a touché les câbles. L'impact est tel que nous avons plus de 150 cabines hors service, essentiellement dans le secteur de la Gombe, Barumbu et commune de Kinshasa. Pour le moment, peu de 10 quartiers sont impactés. Alors, on n'a pas voulu garder cette panne jusque demain. On s'est déplacé, vous avez constaté qu'on est là avec toute l'équipe. Nous sommes venus sur les lieux de sinistre pour faire tout nos mieux afin que demain, au plus tard ce soir, on va me remettre la situation pour permettre à ce que la ville soit alimentée demain matin. On les voit encore une fois, la SNEL SA est obligée de réparer à ses frais les dommages causés par les entreprises qui réhabilitent les routes. Et aux dernières nouvelles, ces câbles a été remis en service.
Et en nouvelle, pour boucler ce journal, la province du Nord Kivu, précisément la ville de Béni, accueille dès ce lundi 23 février 2026 le forum provincial de 3 jours sur la problématique des EDF MTM, un forum de haut niveau organisé par le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule, sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce forum qui réunira les autorités locales, provinciales et nationales, les partenaires régionaux et internationaux, la société civile, les leaders communautaires, les experts techniques ainsi que d'autres couches sociales de la population constitue un véritable moment d'écoute pour des solutions concertées. L'objectif est d'analyser en profondeur les causes et les conséquences du phénomène EDF, de renforcer la coordination des actions et de dégager des réponses concertées et durables en faveur de la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la province. À travers cette initiative, le gouvernement provincial du Nord Kivu réaffirme sa ferme détermination à promouvoir une gouvernance sécuritaire inclusive et participative fondée sur l'implication de toutes les forces vives de la nation. Aucune solution durable ne saurait être envisagée sans l'adhésion et la participation active des populations concernées. Ce forum est organisé à la suite des exactions perpétrées par les EDF MTM en deuil les familles, traumatisent les communautés et fragilise durablement la paix dans la province du Nord Kivu ainsi que dans les provinces voisines. À travers cette initiative, le gouvernement provincial du Nord Kivu réaffirme sa ferme détermination à promouvoir une gouvernance sécuritaire inclusive et participative fondée sur l'implication de toutes les forces vives de la nation. Aucune solution durable ne saurait être envisagée sans l'adhésion et la participation active des populations concernées, a fait savoir le gouvernement militaire, le général-major Somo Kakule. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. L'actualité continue à 23h avec Yvette Makoutima. Demain, 20h, vous allez retrouver Sandra Nyangui. Je vous reviens très prochainement. Excellent week-end à tous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.